Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission Regard. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir M. Sofiane Djilali, président de Djil Jadid, une personnalité maintenant bien connue en Algérie dans le Coran démocratique, si on veut le dire, mais pour savoir où est-ce qu'on va le classer, parce que lui il parle de l'opposition, il y a d'autres partis de la classe politique aussi, parti US, qui le classent ailleurs. On va discuter d'abord de ses positions sur l'actualité, sur ce qui se passe en Algérie et dans le monde, et puis on va dérouler aussi le programme de son parti politique. Monsieur Sofiane Djilali, bonsoir. Azoul, bonsoir. Alors, on commence par l'actualité. Donc, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et puis nous sommes en pleine rentrée sociale. Comment évaluez-vous la situation actuelle dans le pays, sur le plan notamment social et même un peu politique? Bon, il faut comprendre que l'Algérie est une partie d'un tout qui est le monde actuellement en pleine ébullition. Depuis au moins 2020, il y a eu des phénomènes de niveau mondial, le coronavirus qui a entraîné bien sûr des conséquences extrêmement importantes sur le plan économique, sur le plan des échanges commerciaux, investissements, etc. Et puis là, aujourd'hui, on vit une crise qui est à multiples dimensions, sécuritaire dans le monde avec la guerre en Ukraine, mais ses conséquences surtout sur le plan énergétique et financier, et donc tous les bouleversements géopolitiques qui sont en train de se dérouler. Et ça ne peut pas ne pas avoir directement un retentissement sur l'Algérie. Donc l'Algérie aujourd'hui se trouve, on va dire, à la confluence de deux grands phénomènes. Un phénomène international, mondial, avec plusieurs aspects, on pourra l'aborder, mais aussi des problèmes internes cette fois-ci qui sont la conséquence des 20 années précédentes du régime qui était en place et surtout du Hirak de l'année 2019 et en partie sur l'année 2020, et donc toutes les conséquences de changements que cela a opéré. Donc finalement nous sommes encore un petit peu dans l'œil du cyclone. Il est clair que beaucoup de choses ont été faites ces derniers mois, que sur certains aspects il y a un apaisement, qu'on commence à rentrer dans une forme de normalité, mais que par ailleurs il y a aussi des difficultés. Alors les difficultés avec la rentrée sociale, c'est évidemment l'inflation, une économie qui ne démarre pas sérieusement, pas encore de vision claire et nette, en tout cas auprès des citoyens, concernant quel type d'économie on va développer, est-ce qu'il y a un investissement, est-ce qu'il y a un apport de l'État, du privé, etc. Donc, de votre programme est sur le plan... donc on arrive maintenant à cette rentrée où il y a un enchevêtrement de différentes données qui font qu'il est très difficile de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Il est sûr que sur le plan politique, nous sommes sortis de la zone de turbulence et la zone rouge. Il y a une forme de stabilisation de l'État qui est en train de se dérouler. Mais sur le plan économique et le plan social, j'ai bien peur que ce n'est que le début des problèmes qu'on devra affronter les semaines et les mois prochains. Mais comment vous interprétez par exemple l'absence de données? Par exemple, auparavant, nous avions des données annuelles sur les chiffres du chômage, sur le revenu par exemple des Algériens, le niveau de vie, mais là depuis quelques années, tout cela semble partir. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de cacher la réalité aux Algériens? Moi je pense qu'on est en train de vivre une reconfiguration un peu de la fonction politique, de l'organisation de l'État. Il y a, c'est clair, comme il y a eu une désagrégation des missions de l'État pendant quelques mois, pour ne pas dire au moins 2 années, où il y avait le risque clair de voir l'État algérien être ébranlé. Il faut juste se rappeler d'un certain nombre de faits qui sont devant nous et que tout le monde peut constater. C'est que durant l'année 2019, 2020 et même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dernièrement, il y a eu un nombre de hauts responsables de l'État et du gouvernement, un nombre incalculable, qui ont été face à la justice, qui sont en prison. Dites-moi un seul pays dans le monde qui a opéré une révolution, quelle qu'elle soit, où il y a eu autant
de responsables politiques, militaires, administratifs dans les affaires et qui se retrouvent en jugement face à la justice avec des dossiers immenses de scandales. Et ça ne peut pas se dérouler comme si il s'agissait juste de quelque chose d'anodin. C'est extrêmement important, ça suppose des bouleversements à l'intérieur des structures de l'État lui-même. Est-ce que ce n'est pas une sorte de justice spectacle comme ça qui a fait qu'il y ait des règlements de compte à un certain niveau de l'État? Bon, s'il y a des règlements de compte, c'est très probable à l'intérieur. Lorsqu'on était arrivé en 2019, il faut comprendre que l'Algérie était au bord d'une catastrophe. Je rappelle simplement à vos téléspectateurs que Adil Djedid, depuis au moins 2013, où on avait fait la première sortie, pour remémorer à ceux qui l'avaient raté, on avait fait une sortie en mars 2013 avec le défunt Mohamed Mechati et l'ex-premier ministre Mohamed Ahmed Ben Bitour pour dire non au 4e mandat qui était annoncé. Depuis, nous n'avons pas arrêté d'alerter l'opinion publique que le régime d'alors allait nous mener droit vers la catastrophe. Et bien la catastrophe, on y a été. On va arriver à cette période-là, mais je voulais juste qu'on parle de ce moment-là parce qu'il y a l'actualité. Pour enchaîner un peu avec ce que vous étiez en train de dire, est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel entame les réformes qu'il fallait pour sortir le pays de... Jusqu'à présent, je ne vois pas de réformes sérieuses entamées par le gouvernement. Il y a eu plusieurs déclarations du président de la République pour dire voilà l'orientation générale, voilà les 54 points qui faisaient partie de son programme, voilà un peu la philosophie, l'approche générale de ce qu'il voudrait. Et là, il me semble difficile qu'on ne partage pas cette opinion-là, puisqu'il avait déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait libérer l'économie de la mainmise de l'administration, qu'il voulait lever les blocages, qu'il voulait encourager les jeunes à investir. Et puis, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Malheureusement, le gouvernement en tant que tel, en tant qu'exécutif, qui doit mettre en évidence, en valeur et en pratique ces décisions-là, on ne les voit pas. Il n'y a pas de communication. Le gouvernement ne communique pas, ne dit pas ce qu'il a l'intention de faire. On a l'impression que lui-même ne sait pas ni ce qu'il doit faire, ni comment il doit le faire. Beaucoup de ministres sont maintenant totalement inconnus de la population, alors qu'un gouvernement doit porter quand même une parole politique. Il doit d'abord défendre une vision, il doit expliquer, expliciter ses actions, il doit faire de la pédagogie, d'autant plus que la population algérienne a été complètement désemparée, elle était dans un état presque de détresse, ne comprenait plus qu'est-ce qui se passait dans le pays. Et pour sortir de cette situation-là, il fallait absolument communiquer. Encore une fois, le président de la République fait cet exercice de manière récurrente, mais le gouvernement ne le fait pas. Or, un pays ne peut pas être géré par un homme aussi bon ou aussi volontaire qu'il voudrait être. Et là, il se pose la question, c'est ce gouvernement, d'abord, sur quel programme réellement il se fonde, et qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi il ne l'explique pas, pourquoi il n'y a pas d'action pédagogique ni rien du tout. Et là, ça donne une impression de relâchement, d'absence de l'État, d'absence de gouvernement. Prenez n'importe quel Algérien dans la rue et demandez-lui de citer 3-4 noms de ministres. Il sera incapable de vous les dire. Nous-mêmes, moi-même, président d'un parti politique engagé depuis maintenant des décennies, je ne saurais pas vous dire le nom de tous les ministres. Et donc, il y a un problème, évident. Si ce n'est que des fonctionnaires qui doivent agir dans leur bureau pour appliquer des décisions qui leur proviennent ailleurs, ça c'est autre chose. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans un gouvernement politique, on est dans un gouvernement, il faut l'appeler, c'est les fonctionnaires, hein, point c'est tout. Hein, il faut remonter les gens par les grades. Peut-être que l'un des points que le pouvoir actuel est en train de reproduire, c'est de nommer des fonctionnaires comme ministres et apparemment ça a donné des limites. De notre point de vue, c'est ça le problème. Il n'y a pas eu de classe politique algérienne qui ait été formée de manière stable, continue, avec des phases de mérite, etc. Il n'y a pas de gestion de ressources humaines.
ni à l'intérieur de la haute administration, ni dans les entreprises publiques, ni dans la classe politique. Dans la classe politique, qu'est-ce qu'il y a eu durant 20 ans? Depuis 1999, un peu plus. Et il y a eu des administrateurs qui provenaient soit de la gestion locale de l'administration, soit qui montaient les échelons à l'intérieur de l'administration centrale et finissaient par être ministres. Mais ça, c'est le parcours d'un fonctionnaire, d'un commis de l'État, il en faut, c'est absolument nécessaire. Mais le politique, lui, il apporte une autre touche, une autre dimension. Et on ne peut pas fabriquer un gouvernement qu'avec des fonctionnaires. Là, il y a un problème. Est-ce que c'est la faute maintenant du pouvoir actuel et de lui dire vous n'avez pas réussi à faire un gouvernement politique? C'est oui et non. Oui et non, il y a une part de responsabilité, mais bien sûr, une classe politique ne se forme pas en un clin d'œil. Mais je pose la question, il y a quand même dans les partis politiques, sur la scène politique, des personnalités, certains universitaires peut-être, qui ont le potentiel d'être politiques. Là, il y a une responsabilité de l'État de leur offrir un chemin, de les encadrer, de préparer cette relève. Ça n'a pas été fait 20 ans durant parce qu'on avait un pouvoir autocratique, égoïste, qui ne cherchait qu'à se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Mais là, nous sommes rentrés dans une autre phase et il y a lieu de penser à ces ressources humaines. C'est absolument nécessaire pour l'avenir. Vous me tendez la perche pour faire la transition. Avant la trêve estivale, vous étiez parmi les premières personnalités, sinon la première à rencontrer le chef de l'État dans le cadre du dialogue qu'il a ouvert avant l'été. Des consultations en tout cas. Autour de quoi ça a parlé? Écoutez, j'ai été invité à aller discuter avec le président de la République. Il n'y avait pas d'ordre du jour, il n'y avait rien de spécifique. Et le président de la République a demandé simplement d'écouter, de savoir qu'est-ce qui se passait, en tout cas dans la tête des politiques qui étaient loin du gouvernement. Et donc on a parlé à bâton rompu, en toute liberté. J'ai dit ce qui me semblait ne pas aller. J'ai parlé de certains points qui étaient intéressants à renforcer. Donc il n'y avait pas que du négatif. Parce qu'il ne faut pas véhiculer un discours toujours en opposition et toujours jusqu'au nihilisme. Mais c'était l'occasion surtout d'appuyer sur les points qui nous semblaient un peu compliqués. Donc j'ai parlé directement et franchement avec le président de la République, autant de l'action du gouvernement avec ses points de faiblesse, en particulier sur le manque de communication, il n'y a pas de transparence sur le programme, sur la vision. Alors la question, est-ce qu'il y a-t-il ou n'y a-t-il pas une feuille de route précise et nous avons parlé des ressources humaines, nous avons parlé des choix des hommes, nous avons parlé de beaucoup de choses. Le président a été extrêmement franc, on a abordé les questions sans aucune retenue. Il y a des choses qu'il m'a dites à ce moment-là que je ne vais pas répéter, mais qu'il a absolument conscience de ce qui se passe. Donc il ne faut pas croire que il y a comme une vision d'une personne enfermée qui ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a aussi des problèmes, il a été franc là-dessus, il y a aussi des problèmes très compliqués à gérer. Et parfois, à vouloir aller trop vite, on peut créer plus de problèmes qu'on en résout. En tout cas, c'était sa position. L'objectif de ces réunions-là, même si elles ont exclu une partie de la classe politique, c'était d'aborder une initiative politique que la présidence devait lancer. Mais 3 mois après, on a l'impression que c'est toujours le flou autour de cette question-là. Et le président en a parlé lors de l'interview du 1er août en disant qu'en réalité, ça a déjà commencé bien avant. Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agissait? Non, juste pour rappel, c'était lorsque j'ai rencontré le président de la République, ça faisait juste quelques jours où il y a eu cette communication sur rassembler les énergies, le macheml, etc. Et donc, je n'ai pas raté l'occasion pour poser la question franchement au président de la République. Il m'avait répondu qu'à ce moment-là, il y avait des consultations avec les partis qui étaient dans les institutions. Hein. Je rappelle que que le président avait reçu les gens les représentants des partis politiques qui avaient une présence au Parlement. Donc, quelle que soit l'instance dans laquelle ils étaient, la chambre basse ou la chambre haute. Et donc, c'était un premier rang de consultation. Hein.
Ensuite, le projet lui-même de rassemblement ou de front ou d'union ou de l'Mchem, c'était vraiment posé comme ça, comme disons une idée à débattre, à discuter. Il y avait rien de définitif, il y avait rien de formalisé. Et justement, on a parlé à ce moment-là d'une conférence nationale à laquelle devaient être conviés des partis politiques pour discuter de l'affaire des subventions, et puis on n'en parle plus, c'est comme ça. Oui, parmi les questions abordées... Une date avait même été absolument, absolument. Il y a eu une invitation formalisée pour aller vers une grande conférence, quelque chose comme ça, et c'était fin mai, absolument. C'était juste après le voyage du président en Italie, il me semble. Oui. Il me semble. En tout cas, ça a été annulé sans explication d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, mais l'idée de fond était que le gouvernement voulait consulter la classe politique, mais au-delà de la classe politique, il y avait les syndicats, les associations, etc., pour avoir une idée sur comment aborder cette question des subventions. Vous savez très bien que l'Algérie, depuis toujours, a fonctionné avec une dimension sociale extrêmement importante et ça remonte à l'origine de l'État algérien, ça remonte à la déclaration du 1er novembre en réalité. Et donc, peut-être qu'au vu de ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas garder le même type d'organisation de la solidarité nationale et qu'il y a lieu peut-être de revoir des choses. Donc, c'est dans cet esprit-là que le président de la République avait parlé d'ouvrir cette commission. Ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est reportée? Est-ce que, pour le moment, c'est l'objet même de cette discussion qui n'est plus à l'ordre du jour, puisque les difficultés actuelles du renchérissement des prix, l'inflation, les difficultés sociales ferait que le sujet devienne extrêmement sensible. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. C'est la deuxième fois, je crois, ou la troisième que vous voyez le président de manière formelle, de manière publique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, c'était devenu inutile d'aller discuter puisqu'il n'y a absolument pas d'avancée sur le terrain? Non, je pense que le fait que le président de la République convie à des discussions des représentants de l'opposition en général ou des partis politiques, de la société civile, c'est une tradition à mettre en place et à renforcer. Il est toujours utile de dire au président le sentiment d'une partie de la population qui ne se sent pas représentée. Même s'il ne prend pas une décision sur place, mais vous savez très bien qu'un décideur, quel qu'il soit là où il doit d'abord s'imprégner de son environnement, doit écouter un petit peu et ensuite c'est à lui de prendre la décision en fonction de ce qu'il pèse ou sous-pèse ou il fait des arbitrages. Maintenant, si vous coupez systématiquement toute relation possible, bon, après ne vous plaignez pas que personne ne vous entende. Donc je pense qu'au contraire, même s'il y a des blocages, et je ne pense pas que ça soit une décision de ne pas évoluer. Non, ça veut dire que le pays lui-même, le système dans lequel nous sommes, n'est pas en mesure d'aller vite. Il n'est pas capable de s'adapter parce que dès que vous touchez à un point, ça a des répercussions sur beaucoup d'autres points et ensuite vous n'arrivez plus à gérer. Donc vous allez vers le statu quo. Mais c'est par cette pression-là, par ce dialogue, par la discussion qu'on va petit à petit dénouer les nœuds qui bloquent cette évolution. Donc, au contraire, plus vous avez un espace de liberté, la possibilité de vous exprimer, il faut le rentabiliser. Justement, je vous ai posé la question tout simplement parce que beaucoup de partis de l'opposition vous reprochent cette proximité, enfin, d'accepter ce dialogue avec le pouvoir, alors qu'ils disent que en contrepartie, vous avez fait des concessions. C'est une concession que vous faites, vous qui réclamiez depuis longtemps d'ailleurs le départ, le changement du système politique dans le pays. Mais contrepartie, il n'y a pas de. On a l'impression qu'il n'y a pas. On n'a pas lâché du lest. Il n'y a pas de contrepartie, je veux dire. Écoutez, si vous concevez l'action politique comme étant un rapport de force dans lequel vous faites des concessions pour avoir des choses en contrepartie par rapport à vous-même ou par rapport au parti que vous représentez, je pense que là, c'est une idée biaisée.
On le disait avant le Hirak, durant le Hirak et après le Hirak. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'il y ait des concessions par rapport à l'état de droit. C'est pas des concessions par rapport à un parti politique. Non, je ne parle pas de parti politique. Je parle vis-à-vis de l'opposition en général. Hein. Je ne parle pas en tant que personne. J'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Au niveau de la Constitution, je sais que beaucoup ont été contre de ceux qui se disent dans l'opposition, mais est-ce qu'ils ont quelque chose de précis à reprocher à cette Constitution-là? Bien sûr, sauf si on retombe dans le débat, est-ce qu'on veut un régime parlementaire ou on veut un régime présidentiel? Ça, c'est un autre débat, mais ils ne peuvent pas délégitimer le contenu de la Constitution par rapport au choix qui a été fait. Et nous, à Djil Jadid, on était absolument favorables au type de structure gouvernementale ou de l'État et des institutions que propose cette Constitution. Ensuite, vous avez des lois. À nous de lutter avec cette Constitution qui offre d'immenses espaces de liberté pour que les lois s'adaptent à ces libertés-là. Mais si vous êtes dans une position où vous dites « moi je refuse tout jusqu'à ce qu'on me donne tout ce que je veux », là ce n'est plus possible parce que déjà ce n'est plus de la démocratie, ça c'est la volonté d'une personne ou d'une personne. Nous ne sommes pas dans une démocratie type démocratie occidentale ou de type démocratie libérale, puisque c'est un petit peu ça qui est derrière l'idée. Mais je vais vous dire, vous allez dans des démocraties dites libérales et que certains parlent comme certains de nos opposants à partir de leur pays, je vous assure qu'ils se retrouveront eux aussi face à la justice. Et pas en prison, mais c'est ça la différence. Qui peuvent être condamnés à la prison. J'ai pas envie de citer des noms, mais vous en avez pléthore. Dès que vous sortez du discours général, du mainstream, vous allez vous mettre sur le côté et vous allez être accusé de tous les maux. Ça se passe dans tous les pays du monde. Commencez par regarder ce qui se passe aux États-Unis avec l'ex-président de la République ou des États-Unis. Donc, il y a des problèmes évidents, mais j'entends des gens parler à partir d'Alger, dire des choses incroyables contre le régime, mais ils sont toujours en liberté à ce que je sache. Donc, il faut se poser des questions aussi. C'est quoi la liberté d'expression? Jusqu'où peut-on aller? Je vous donne un exemple très simple. Ça fait 20 ans que j'exerce ce métier. Je n'ai jamais reçu autant de pression que cette fois-ci. Je n'ai jamais ressenti. Pas reçu. Ressenti, oui. De procès comme ces dernières années, c'est hallucinant. D'ailleurs, bon, on le ressent, tous les journalistes le ressentent. Ça, on l'a dit, on l'a relevé dans un communiqué du Conseil politique il y a 3 ou 4 mois pour dire que la scène médiatique est fermée aujourd'hui. C'est-à-dire que les institutions médiatiques nationales, qu'elles soient publiques ou privées, n'ont pas toute la marge de manœuvre qui leur sied. Ça, c'est une évidence. Mais il y a aussi des îlots de liberté, où on peut parler en toute liberté en résidant ici dans le pays sans se faire convoquer par la police. Donc ça aussi, il faut le dire. Maintenant, est-ce que le pouvoir a un petit peu refroidi, disons, la scène médiatique et politique? C'est possible. Est-ce qu'il avait le sentiment qu'il y avait comme un emballement et que ça mettait un petit peu dans le risque la stabilité générale? Ça, c'est possible. Et donc, qu'il utilise une forme de pression indirecte sur les journalistes, c'est possible. C'est aux journalistes de le dire et de le dénoncer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grandes enquêtes, par exemple, sur les hommes d'affaires, sur des hommes politiques, comme il y en a vu les dernières années. Oui. C'est une preuve. Oui, c'est probable qu'il n'y a pas cette liberté des médias comme on le souhaiterait. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans le cas inverse, c'est-à-dire un totalitarisme où les gens n'ont pas le droit de s'exprimer ou s'ils apportent une idée contraire à celle portée par le pouvoir, on se retrouve en prison. Il y a eu des années où ceux qui défendaient, par exemple, soit la voie libérale contre l'Algérie était socialiste ou qui voulaient défendre le communisme face à un pouvoir qui se droitisait, c'était pas simple. C'était pas simple de porter un projet de société. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de porter un projet de société, même s'il semble contrecarrer complètement
la volonté publique affichée ou la volonté politique affichée. Sofiane Djellali, merci pour cette première partie de l'émission. On va revenir dans la deuxième partie pour parler essentiellement du programme de votre parti politique, parce qu'on parle souvent d'actualité, mais rarement du fond du problème, du programme plutôt, et de votre passé militant, parce qu'on n'en parle pas assez. Beaucoup de gens ne vous connaissent pas. Restez avec nous, on va revenir dans un instant. Chers téléspectateurs, bonsoir pour la deuxième partie de cette émission de Regard avec M. Sofiane Djellali. M. Sofiane Djellali, bonsoir une nouvelle fois. Donc, dans cette deuxième partie, on va aborder le programme de votre parti politique, donc Djil Jadid, donc Génération Nouvelle, ou Nouvelle Génération, je ne sais pas comment on le traduit. On parlait dans la première partie sur vos rapports avec le pouvoir. Et pourtant, au moment même de la naissance du parti, vous étiez inscrit résolument dans l'opposition. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis ? Ah oui, bien sûr qu'il y a eu des changements. Je rappelle que Djil Jadid a très tôt commencé à dire que le régime qui était en place était un danger pour la nation algérienne et qu'il allait nous mener forcément vers de telles contradictions que non seulement le régime lui-même allait être condamné, mais il risquait d'entraîner dans sa chute l'État lui-même. Et je disais en ces termes-là, bien avant que notre crainte est que la chute du régime Bouteflika entraîne la chute de l'État algérien. Et donc on faisait très clairement la séparation. On disait aussi avec insistance, nous allons aider le régime à s'en aller. C'était ça ça, si on veut se placer que du point de vue opposition, rapport par rapport au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'un parti politique doit être dans son ADN un parti d'opposition qui fait toute sa vie de l'opposition? Pour dire non, je ne crois pas. Un parti politique est fondé d'abord et avant tout parce qu'il a un projet de société, il a un idéal, il veut le faire partager par ses concitoyens et essayer de porter ces idées-là au pouvoir pour justement changer la situation qu'il considère être pas bonne ou mauvaise ou n'étant pas assez efficace, etc. Et chacun selon son point de vue. Notre projet à nous était de dire, sur la base de ce qui se passait dans la société algérienne, que si on veut avoir une société productive, stable, où il y a des relations humaines de qualité, il y a un certain nombre de choses à faire. Et c'était embarquer le pays vers des changements qui soient efficaces sur le plan économique, à l'école, sur le plan sociétal, etc. Mais pour arriver à ça, il y a des conditions. Et parmi nos conditions, il fallait que le régime d'avant s'en aille. On a été jusqu'au bout de cette logique-là. Et finalement, l'histoire a donné raison à Djil Jadid. Je rappelle, en 2017, nous étions le seul parti politique à avoir boycotté les élections législatives de 2017 et les élections locales. Sur la base, non pas que on estime... qui était avec vous dans la conférence de Mazar. Bien sûr, et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi un peu le parcours, se rappellent très bien, lorsque Djil Jadid s'est retiré de la CLTD et de l'IXO, c'était à cause de ce problème-là. Puisqu'on disait, on s'était réunis à Mazafran 1 et Mazafran 2 en 2014 et 2016, c'était à chaque fois pour dire l'opposition est solidaire, de manière à exiger un dialogue. Il faut bien retenir le dialogue. Deuxièmement, qu'il y ait des changements de la loi électorale et éventuellement de la Constitution pour avancer vers l'état de droit et donner les garanties pour des élections. Donc c'était ça l'idée qui avait réuni l'instance de consultation et de suivi de l'opposition qu'on avait appelée l'IXO, qui était née après le 10 juin 2014, lorsqu'on avait fait la première grande conférence nationale pour la transition et les libertés démocratiques. Voilà. Malheureusement, à l'approche des élections de 2017, les partenaires politiques avaient estimé que nos demandes n'avaient aucune chance d'aboutir et qu'il était préférable d'aller aux élections, même s'il s'agissait, tout le monde le savait, d'une distribution de quotas. Donc là, nous, sur le plan moral, on a dit non, on n'y va pas. On avait conscience qu'on n'allait pas changer
le cours des choses. On n'avait pas le poids, ni le poids politique, ni le poids humain, ni le poids financier, ni rien du tout. Mais c'était une position de principe pour dire non, il y a un grave problème, c'est que le régime alors préparait en réalité le crash du pays parce que ça ne pouvait pas tenir. Le 22 février 2019, je pense nous avait donné totalement raison. Justement, pourquoi est-ce que quand on regarde comme ça dans le rétroviseur, on se dit que ce que vous disiez était partagé par beaucoup d'Algériens et pourtant on ne voit pas de raz-de-marée comme ça pour que les gens adhèrent à votre parti qui était destiné beaucoup plus aux jeunes notamment? Bon, il n'y a pas de raz-de-marée. Il y a beaucoup de conditions politiques, sociologiques, mais aussi matérielles et autres pour pouvoir réunir beaucoup de monde. On est porteur d'un projet qui peut paraître à certains un petit peu compliqué parce qu'en réalité, nous apportons quelque chose de différent de la pratique habituelle. Je rappelle que dans l'inconscient collectif, un parti politique, pour beaucoup d'Algériens, c'est un regroupement de gens qui sont intéressés que par les postes, par les élections, que ce soit locales ou législatives, et avoir une rente, etc. Et donc ça a fait qu'une grande partie de la population algérienne, pour ne pas dire l'écrasante majorité, ne veut pas s'impliquer en politique. Or, c'est justement dans ce vivier-là qu'on aurait pu avoir un électorat. Malheureusement, après le Hirak, le mouvement populaire avait été entraîné dans une position extrêmement dure, radicale, ne comprenait pas ce qui se passait, il y a eu beaucoup de manipulations et donc aux élections, il y a eu à ce moment-là un boycott extrêmement élevé et qui a finalement, fatalement sanctionné ceux qui auraient pu apporter ce changement-là. Bon, ça, l'histoire va l'expliquer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, M. Sofiane Djellali, que dans votre programme, il y a par exemple certains points qui peuvent apparaître comme étant liés à une élite, donc des programmes, des idées élitistes, comme sur l'école, sur les libertés, qui font que les Algériens sont un peu réticents. C'est là où il y a des confusions. Et je disais qu'il y avait dans l'imaginaire algérien une idée de ce qu'est le politique. Pour eux, un homme politique bien, c'est celui qui va toujours se mettre à côté des victimes, il se victimise aussi, etc. Et ça, petit à petit, ça s'est formé dans l'esprit des gens, le sens de la politique. Or, non, la politique, c'est avoir d'abord une évaluation précise, un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Où sont les problèmes dans notre société? Est-ce que tout simplement on a un groupe de gens qui ont monopolisé le pouvoir et ce sont des méchants qui n'aiment pas laisser les autres vivre tranquillement? Non, c'est pas aussi simple. La réalité est que la société elle-même vit des bouleversements et c'est là où notre vision est complètement différente des autres projets portés par les autres partis. Nous disons que la société algérienne sort progressivement, mais avec douleur, d'une structure de société traditionnelle et que petit à petit, elle rentre dans ce qui apparaît être le monde moderne, mais sans avoir les outils de maîtrise de ce monde moderne. On ne le maîtrise pas technologiquement, on ne le maîtrise pas matériellement, on ne le maîtrise pas dans les rapports de tous les jours, mais on ne le maîtrise pas sur le plan des valeurs humaines. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est le monde moderne. On ne le comprend pas, donc on le subit. Et en subissant le monde moderne, on désagrège la société. Et c'est cette société-là qui se trouve en confrontation continue entre les anciennes valeurs et les nouvelles qui sont rentrées par effraction, qui fait que les gens se sentent mal à l'aise. Et quand on est mal à l'aise, il nous faut trouver un responsable. Et le responsable, c'est toujours celui qui est en poste. C'est l'autre, mais celui qui a le pouvoir de décision, qui a les commandes. Et on ne veut pas comprendre que c'est un pays qui a des caractéristiques qui font de lui, qui est un pays en voie de développement. Nous ne sommes pas un pays développé, il faut l'accepter. Nous sommes un pays pauvre, on n'est pas un pays riche, même si nous avons le grand mensonge que véhicule beaucoup de politiques. Ça, on a des hydrocarbures, c'est clair, on est mieux lotis que beaucoup d'autres pays, alhamdoulilah. Mais ensuite, un pays est riche
par sa production. Par sa production, par son travail, donc par son organisation sociale, par ses institutions, donc par la qualité de sa place. Selon vous, pourquoi on n'arrive pas à décoller? Avec un PIB de 170 milliards de dollars par an, on n'est même pas de la taille d'une multinationale quand même. Annuellement, c'est triste de le dire. Oui, ce qui marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est à plusieurs étages. Je ne parle pas uniquement d'aujourd'hui, mais des dernières années. Bon, c'est difficile en quelques minutes d'expliquer la genèse même de la situation dans laquelle on est. Mais très globalement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous étions dans une société au XXe siècle, début du XXe siècle, et avant la Révolution en tout cas, nous étions dans une société où tout était réglé, entre guillemets, c'est-à-dire que chacun connaissait sa place, que les données étaient telles que tout le monde la respectait, il y avait un conformisme, etc. Et c'est dans le cas de la société traditionnelle que j'ai eu l'occasion de définir avec beaucoup plus de précision. C'est peut-être pas l'occasion maintenant. Ensuite, après l'indépendance, on est rentré de façon très volontariste dans la modernisation du pays. Et l'adoption du socialisme à ce moment-là comme idéologie du pays, avec une centralisation très forte, des moyens de production, ça peut s'expliquer aussi parce que l'Algérie était un pays plutôt agricole, n'avait pas d'industrie, n'avait pas de classe ouvrière, mais on a mélangé un peu tout. La révolution socialiste, l'industrie industrialisante, la révolution agraire, et tout ce mélange-là a totalement déstructuré la société. C'était pas que les décideurs avaient décidé de déstructurer la société, ils faisaient face à une évolution historique, à une situation particulière à la fin du XXe siècle, où il fallait rattraper un retard, où on sortait... Et puis on avait créé un pays ex nihilo carrément. Bien sûr, on sortait de 132 ans de colonialisme qui a été extrêmement dur. Reprenez simplement des images des années 50, par exemple, de ce qu'étaient les Algériens. Tous les Algériens, la grande majorité qui apparaissait étaient habillés avec presque tous des haillons. Et ça, aujourd'hui, quand l'ancien pays colonisateur veut parfois effacer un peu sa responsabilité, il va dire qu'on a apporté, on a fait, etc. Mais regardez les faits tels qu'ils étaient. Les Algériens étaient dans une pauvreté, une misère absolue, extrême. Et pour sortir de là, c'est pas simple. C'est pas simple quand vous n'avez pas des ressources humaines suffisantes, vous n'avez pas le nombre de technocrates qu'il faut, le nombre d'hommes et de femmes d'État, vous n'avez pas de l'industrie, etc. Donc, c'est pas pour expliquer dans le détail, mais globalement, le pays aujourd'hui paye les énormes déficits à tous les points de vue que nous avions par le passé. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Nous avons beaucoup plus de ressources humaines. Les universités algériennes ont fait sortir quand même des dizaines de milliers de... Mais pas forcément dans les spécialités... Pas toujours dans les bonnes spécialités, pas toujours dans le bon niveau, etc. Mais si on doit comparer à 1962, il n'y a rien à voir. Absolument pas. Là, on a quand même de l'intelligence, il y a quand même cette nouvelle génération qui est porteuse d'une autre vision. En plus, on utilise les technologies modernes, vous savez, les technologies de l'information. Justement, c'est ce que prennent beaucoup comme exemple pour dire qu'on peut sortir, par exemple. Il y a des issues. Il y a des issues. Bon, ensuite, je vais vous dire, il y a aussi le monde, il y a une répartition dans le monde une division du travail mondial à laquelle l'Algérie n'a pas adhéré. On n'a pas voulu entrer dans une division mondiale telle qu'elle avait été décidée par les puissances dans le monde. Mais tout ça, pour ne pas aller trop loin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut? Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un projet de société qui soit clair, qui règle les problèmes de base. L'identité, la religion, la modernité, ensuite l'école. Il faut commencer à travailler sur la base. Est-ce que vous êtes un homme laïque ou pas? Qu'est-ce que c'est laïque? C'est tout un problème. Parce que vous parliez de la place de la religion et ça nous a fait beaucoup de mal dans les années 90. Bien sûr. Lorsqu'on mélange la religion et toute la dimension religieuse avec le politique, on arrive à des catastrophes. Et je pense que tout le monde, y compris des religieux dans le monde qui sont très engagés, ont compris qu'ils n'ont pas le droit
morale, ni le droit, ni une légitimité politique d'interférer avec la dimension religieuse dans le politique. Parce que la politique, c'est la gestion des rapports humains au jour le jour. Maintenant, un courant laïciste, je vais le dire, c'est-à-dire radical, lui veut pratiquement une extinction de la religion. C'est-à-dire que la religion ne doit plus avoir aucun rôle dans la société. Et là, je pense qu'il y a une erreur. Il ne peut pas y avoir une société qui soit stable, cohérente, harmonieuse, s'il n'y a pas une dimension spirituelle dans cette société-là. Et la société algérienne ne peut pas fonctionner sans cette dimension spirituelle dans la religion, dans la société. Ça ne signifie pas qu'il faille construire la politique de modernisation du pays sur un archaïsme traditionnel. C'est là où c'est un peu sensible, il y a une différence. Pour l'école, est-ce que vous faites partie de ceux qui appellent à explorer l'école des idéologies, notamment celles liées à la religion? Il faut revenir à l'origine. C'est quoi l'école? Qu'est-ce qu'on veut faire à l'école? L'école, on veut former nos enfants pour qu'ils, demain, soient aptes à affronter les défis auxquels ils ont affaire dans le monde, qu'ils puissent gérer, administrer, inventer, créer, etc. Et puis, qu'ils puissent vivre en société, qu'ils vivent ensemble, qu'ils vivent leur société telle qu'elle. Donc, l'éducation doit transmettre non seulement l'instruction, apprendre à compter, à lire, ensuite à faire avoir un esprit critique, pouvoir faire des conceptions créatives, etc. Mais en même temps, partager, avoir de la solidarité, travailler en équipe, comment s'entraider, etc. Or, nos écoles perdent le sens. C'est-à-dire, on apprend aux enfants à lire et à écrire, mais le contenu, on s'en éloigne. On ne sait plus pourquoi on le leur apprend. Ils finissent leurs études, ils ne sont pas toujours aptes à aller travailler s'ils ne font pas l'université. Ici, ils finissent, par exemple, au niveau du brevet d'études au BEM, mais ensuite, ils ne possèdent rien entre les mains. Ils n'ont pas de technicité, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas. Et en parallèle, ils n'ont pas appris à vivre en société. Donc, ce sont des enfants qui sortent de l'école, qui se retrouvent dans la rue, qui deviennent la proie à tous les fléaux sociaux, et la drogue malheureusement qui se répand, la malvie, la délinquance, etc., qui est devenue un grand danger pour l'avenir du pays. Pourquoi tout ça? La famille ne peut plus jouer son rôle, ne maintient plus l'individu en place. Auparavant, nous avions, au-delà de la famille, il y avait un peu la grande famille jusqu'à la tribu qui faisait office de contrôle, de balise, d'accompagnement des enfants. Ça a complètement disparu. Donc, c'est cette pratique, j'allais dire, d'une modernisation très rapide où on est tombé dans le modernisme qui a fait qu'on soit passé d'une société collective où il y avait le groupe avait une importance vers une société individualiste, et l'individualisme fait développer l'égoïsme, il fait développer le matérialisme, le consumérisme, etc. Et donc là, on tombe dans l'excès du modernisme. Et c'est là où on va revenir au projet de société. Comment construire cet avenir-là en allant vers une modernité, mais sans tomber dans le modernisme, en essayant d'aller vers quelque chose qui soit viable à long terme, qui ne travaille pas contre l'identité du groupe, mais qui permette une liberté à l'individu. Et ça, c'est difficile à aborder, mais il faut que ça soit fait. Ça, ce sont les élites intellectuelles qui y réfléchissent. Et on ne peut pas reprocher à un parti politique ou à un groupe de personnes de poser en ces termes-là les problèmes de la société. On parle là ces jours-ci de l'introduction de l'anglais. Est-ce que ça peut être une solution, l'enseignement des langues étrangères, ou on fait encore une fois fausse route? L'Algérie a besoin de s'ouvrir sur le monde. L'anglais est la langue la plus parlée dans toutes les élites du monde. On ne peut plus aujourd'hui faire de la science, de la recherche, du négoce, de la technologie sans parler anglais.
Et donc oui, les Algériens, il faut qu'ils apprennent aussi à parler anglais. Est-ce que toute la population doit apprendre à parler anglais? Ça me semble difficile, c'est pas réalisable, c'est pas faisable. Mais progressivement, donner une base, y compris dans le primaire, pourquoi pas, et ensuite développer dans le secondaire et surtout l'université, oui, c'est tout à fait envisageable, il faut le faire. Est-ce que ça va résoudre tous nos problèmes? Non. Il s'agit pas c'est pas parce qu'on va parler anglais qu'on va résoudre nos problèmes. Les autres pays qui ont résolu leurs problèmes ne parlent pas forcément anglais. Hein. Vous prenez beaucoup de pays, l'Indonésie, à part leur élite, ils ne parlent pas anglais, ou les Malaisiens, ou les Singapouriens, ou les Sud-Coréens, juste pour donner des exemples, ou les Chinois. Bon, les Chinois, ceux qui commercent avec les gens, l'étranger, oui, mais bon, pas plus. Donc, régler le problème du développement, c'est un problème philosophique, mais aussi un problème, j'allais dire, anthropologique qui doit être pris à la base. Donc, si on peut parler tout à l'heure de l'éducation, on doit réfléchir quelle école on veut. L'école actuelle, qu'est-ce qu'elle nous produit? Elle nous produit des gens qui sont mis en concurrence et en rivalité depuis le jeune âge. Donc, on leur apprend à se débrouiller comme ils peuvent pour avoir la bonne note, même s'il s'agit de trafiquer, de tricher, etc. Ensuite, on apprend à vouloir être meilleur que l'autre, donc on flatte l'ego de chacun. Et donc, vous avez des élèves qui vont apprendre dès le jeune âge à travailler contre les autres et pas avec les autres. Donc, ce que vous proposez, c'est une refonte complète de l'éducation. L'approche et la philosophie de l'éducation doit être changée. Est-ce que c'est possible avec la composante actuelle de système éducatif? Tout est possible, mais rien ne se fait en un clin d'œil. Ça se travaille. Et ça, parmi les défauts, j'allais dire, qui sont inhérents à notre culture, c'est qu'en général, l'Algérien veut avoir le résultat maintenant. Et il ne veut pas investir avec le temps. Mais si on avait, dans les années 90, investi sur une vraie éducation, aujourd'hui, 2022, on aurait eu des jeunes de 30 ans qui sont extrêmement bien formés. On l'a pas fait. Et donc, regardez, dans la vie professionnelle, ou dans la vie associative, ou dans la vie partisane, dans un parti politique, vous en connaissez très bien, très souvent les gens, les militants, à l'extérieur, ils défendent leur parti, mais à l'intérieur, ils sont toujours en bataille rangée. Et personne ne s'entend avec l'autre. Et chacun essaye d'obtenir la position. Pourquoi? Parce que ce type de réflexion, ce type de formatage a été très tôt infiltré dans l'esprit de l'enfant. Donc, un enfant qui va devenir adulte ne peut s'épanouir, ne peut se sentir bien que s'il réussit contre les autres. Et ça, c'est un grave défaut. Ça vient pas de nulle part. L'école algérienne a été calquée en très grande partie sur l'école française. Et il y a eu une dame qu'il faut saluer d'ailleurs, et qui a beaucoup milité, qui avait écrit un livre de Bembedissa Pavlov, et qui explique très bien que les programmes qui sont importés, en tout cas la structure philosophique des programmes qui sont importés, sont plus faits pour avoir au bout de compte des individus en concurrence qui n'ont pas un esprit critique sérieux et qui n'aboutissent à rien de fertile. C'est plutôt un conditionnement. On demande aux enfants de devenir des disques durs, hein. On leur demande d'accumuler sans arrêt des connaissances qu'ils n'arrivent même pas à traiter. C'est-à-dire c'est une accumulation. Ouais. Ensuite, ils n'ont pas la capacité de les trier. Et l'école n'est pas faite normalement pour former des mémoires ambulantes. L'école est faite pour avoir des esprits bien formés, qui arrivent à résoudre des problèmes, qui arrivent à faire de la créativité, qui arrivent à s'organiser en société, etc. Donc, vous voyez, l'approche déjà va entraîner des changements fondamentaux dans le programme éducatif qui va donner complètement autre chose. On arrive à quelques minutes de la fin de l'émission. Je profite puisqu'on parlait du programme du parti, sur la politique étrangère. Là, le président Macron vient de faire une visite de 3 jours en Algérie. Donc, le président français Emmanuel Macron vient de faire une visite de 3 jours en Algérie. Comment évaluez-vous cette visite et quelle est la vision de votre parti par rapport aux relations que doit avoir l'Algérie, la place que doit avoir l'Algérie dans son environnement immédiat? Je ne vais pas vous cacher, je pense que l'Algérie a, dans ses relations étrangères,
quelques principes qu'elle a hérités depuis la Révolution et qu'il est bon qu'elle y tienne. D'abord, ce qui est essentiel, c'est la dimension de souveraineté. Est-ce qu'elle a un sens au moment où il y a des technologies qui vous surveillent partout, qui vous écoutent partout? Bien sûr qu'elle a un sens. La souveraineté politique est essentielle si on veut construire un avenir. Est-ce qu'elle est absolue? Non, elle n'est pas absolue. Une souveraineté, aucun pays au monde n'a une souveraineté absolue. Bien sûr, il traite avec les autres, mais pour traiter avec un autre, encore faut-il être soi-même. Parce que très souvent, ce sont des pays qui ne traitent plus à partir de leur position. Ils sont là à vouloir s'intégrer dans des agendas qui sont établis par d'autres. Donc, la souveraineté est essentielle. On l'a eu après 1,5 million de morts durant la Révolution et c'est le premier acquis qu'il ne faut absolument pas lâcher. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait avec cette souveraineté? Est-ce que c'est pour s'enfermer et se retirer sur une île? Non. Au contraire, c'est pour entrer en interaction avec les autres. Qui sont les autres? Depuis 1990 à peu près, il y a eu la formation d'un pôle unique dans le monde, c'est le monde unipolaire, sous la direction des États-Unis, de l'OTAN et de l'Occident au sens large. Et ils ont formé ce qu'ils dessinent par eux-mêmes la communauté internationale et donc ils parlent au nom de toute la planète en décidant ce qui est bon et mauvais pour l'ensemble des autres nations. En 2022, il est évident que nous sommes en train de sortir de ce cadre-là. Et l'Algérie a tout intérêt à aider à sortir de ce cadre-là. L'Algérie a intérêt à avoir un monde multipolaire. Ça ne signifie pas qu'il faille créer de l'hostilité ou de l'adversité avec les uns ou les autres. Il n'est pas question pour l'Algérie de rentrer en confrontation ni avec les Américains, ni avec les Européens, ni avec les Chinois. Au contraire. Mais la configuration générale dans le monde arrangerait l'Algérie qu'il y ait un monde multipolaire. Ensuite, il faut choisir ses partenaires et ce choix-là n'est pas aussi absolu, il est relatif. Vous avez l'Europe, elle est en face de nous, elle peut beaucoup nous apporter sur le plan technologique, sur le plan de la formation, sur le plan de l'ouverture, etc. Il faut en bénéficier, il faut coopérer avec eux. La Russie apporte aussi une dimension. Il faut aussi entretenir cette relation. La Chine aussi, etc. Regardez des pays comme le Brésil, qui est voisin des États-Unis, qui est très imbriqué dans des intérêts de multinationales américaines, etc. Mais malgré cela, il est très impliqué dans les BRICS. L'Argentine maintenant demande à intégrer dans les BRICS, etc. Et donc l'Algérie doit jouer sa carte. Et c'est là où la souveraineté intervient. Si vous êtes souverain, vous avez cette possibilité du choix. Si vous n'êtes pas souverain, là, vous êtes dépendant de l'agenda des autres. En un mot, est-ce que l'Algérie a les capacités aujourd'hui d'être une puissance stabilisatrice de la région? Oui, nous le sommes déjà. L'Algérie... Parce que l'armée algérienne n'intervient pas à l'étranger, on n'a pas beaucoup de leviers à part... Oui. Non, elle stabilise d'abord l'Algérie, comme tout le monde le sait maintenant, c'est en surface le premier pays d'Afrique. Donc, quand vous avez une grande surface, ça compte. Et surtout dans une zone géographique aussi sensible que l'Afrique du Nord. Ensuite, par la politique de stabilisation par rapport aux grands problèmes dans le monde, l'Algérie quand même a un rôle pas toujours apprécié par tous, et c'est normal. Parce que si on avait fait par exemple le choix de nous aligner sur la politique otanienne globalement, là les médias occidentaux n'auraient pas tari d'éloges. Ce n'est pas le cas. Mais c'est parce que nous avons une position qui peut déranger, qui a fait que la première visite hors d'Europe du nouveau président de la République française, Emmanuel Macron, après son élection, soit l'Algérie. Il n'est pas parti dans un pays qui est aligné, parce que ceux qui sont déjà alignés ne posent pas problème. L'Algérie pose, non pas un problème, mais en tout cas pose une problématique. Alors bien sûr, il y a le gaz derrière, il y a l'énergie, il y a ce qui se passe en Europe, il y a la communauté algérienne en France et en Europe. Tout ça, ce sont des éléments importants à prendre en considération, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire la politique de Zorro. Nous, on casse tout, ou on... Bon, il s'agit de faire de la politique au sens noble du terme. On essaye d'avoir le meilleur voisinage possible, sans que les uns ou les autres portent atteinte à ce qui est à notre intérêt vital.
Ben, merci beaucoup, Sofiane Djellali, pour nous avoir rendu visite. Le débat était passionnant, on aurait pu continuer, mais le temps qui nous est imparti est fini. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vos téléspectateurs. Je vous dis au revoir à une autre émission, Inch'Allah. Bonne soirée.